Salon privé, novembre. Les candélabres versent leur or sur du velours bleu. Adélaïde de Montauban tient une lettre entre ses doigts de ganté. L'écriture ne tremble pas. C'est l'écriture de quelqu'un qui riait en écrivant. Ta femme ne te satisfait pas. Ce sont ces mots. Une larme tombe sur le papier, puis une deuxième, brouillant le satisfait, sans effacer le pas. Mais quelque chose remue dans sa poitrine. Quelque chose qui refuse de se taire. 3 nuits plus tôt. Chambre de Clémence, fièvre violente, convulsion, et la voix d'Edmond qui se cassait pour la première fois en 8 ans de mariage. C'est Clémence. Papa est là. Reste avec moi. La lettre de Célestine dit qu'il parle avec fluidité pendant des heures, qu'il rit, qu'il raconte des histoires sans jamais hésiter. Dans cette chambre, il ne pouvait pas dire « reste » sans que la consonne s'accroche. Adélaïde pose la lettre sur le guéridon. Elle ne prend pas la plume, pas encore. D'abord, elle prend la clé du bureau d'Edmond. Le salon est silencieux. Les candélabres ont brûlé jusqu'à mi-hauteur. Adélaïde relit la lettre une 3e fois, cherchant quelque chose qu'elle aurait manqué la première fois, la 2e fois. L'encre est noire, l'écriture penchée, élégante. Célestine de Valmonde a signé de son prénom seul, pas de titre, pas de politesse. Une intimité qui blesse autant que les mots eux-mêmes. Votre mari parle avec moi comme il ne parlera jamais avec vous. Il rit, il raconte, il me regarde dans les yeux pendant des heures et ne cherche jamais la porte. Ta femme ne te satisfait pas. Ce sont ses mots, madame, pas les miens. Adélaïde ferme les yeux. La phrase résonne dans le silence comme un glas. 8 ans de mariage. 8 ans où elle a macromiste appris à se taire, à s'effacer, à ne plus jouer du clavecin parce que chaque fois qu'elle jouait, il quittait la pièce. 8 ans où elle a cru que sa lumière le dérangeait, que sa voix le fatiguait, mais que son rire, ce rire que la baronne de Pressigny cherchait encore dans les dîners, était devenu quelque chose d'indécent dans cette maison. Elle ouvre les yeux. La lettre est toujours là, posée sur le guéridon comme une condamnation. Mais 3 nuits plus tôt. Chambre de Clémence, 4 heures du matin. La petite brûlait de fièvre depuis le coucher du soleil. Le médecin était venu, avait prescrit des compresses froides, était reparti avec un regard qui ne promettait rien. Adélaïde était assise au bord du lit, une main sur le front de sa fille, l'autre tenant un linge humide. La porte s'était ouverte sans bruit. Edmond était entré, pieds nus, chemise ouverte, cheveux défaits. Il s'était agenouillé de l'autre côté du lit, avait posé une main sur les doigts de Clémence. Et puis, il avait parlé. C'est Clémence. La voix s'était cassée sur la première syllabe. Pas une hésitation, pas une pause, une cassure, comme si le mot refusait de sortir entier. Papa est là, reste avec moi. Adélaïde avait levé les yeux. Edmond regardait leur fille, la mâchoire serrée, les lèvres tremblantes. Il avait essayé de nouveau. Reste. Le R s'était accroché 3 fois avant que le mot ne sorte complet. Adélaïde n'avait rien dit. Elle avait continué à éponger le front de Clémence, mais quelque chose s'était déplacé dans sa poitrine. Une question qu'elle n'avait jamais posée, parce qu'elle croyait déjà connaître la réponse. Si un homme parle avec fluidité pendant des heures avec une femme et se tait avec une autre, lequel des deux silences est l'amour? Maintenant, dans le salon, Adélaïde se lève. Elle traverse la pièce, ouvre le secrétaire où elle range ses clés. Elle trouve celle du bureau d'Edmond, une petite clé en cuivre que sa belle-mère lui avait donnée il y a 2 ans, juste avant de mourir. « Si jamais tu en as besoin », avait dit la vieille duchesse. Adélaïde n'avait jamais compris ce que cela signifiait. Maintenant, elle comprend. Elle monte l'escalier. Le couloir du premier étage est sombre, éclairé seulement par une lampe à huile que les domestiques laissent allumer jusqu'à l'aube. La porte du bureau d'Edmond est fermée. Adélaïde pose la main sur la poignée, hésite une seconde. Puis, elle introduit la clé dans la serrure.
Le mécanisme cède sans bruit. Le bureau est exactement comme elle l'imaginait. Rangé, austère, presque vide. Un secrétaire en acajou contre le mur, une chaise droite, et une bibliothèque remplie de volumes juridiques et parlementaires. Pas de désordre, pas de traces de vie. Adélaïde s'approche du secrétaire, ouvre le premier tiroir. Des lettres, des factures, des documents administratifs, rien de personnel. Elle ouvre le deuxième tiroir, vide. Le troisième tiroir résiste. Elle tire plus fort. Quelque chose bloque le mécanisme. Elle glisse la main à l'intérieur, tâtonne, sent un objet dur coincé contre le fond. Elle tire. L'objet se dégage. Un métronome. Adélaïde le pose sur le bureau. C'est un vieux métronome en bois, usé, rayé, avec une petite plaque en cuivre gravée. Granville, maître de diction. Paris, 1780-13. Elle ouvre le tiroir du bas. À l'intérieur, un journal relié en cuir noir. Pas de titre sur la couverture. Elle l'ouvre. La première page porte une date. 12 janvier 1793. Puis c'est en dessous, une écriture serrée, clinique, presque médicale. Sujet. Edmond de Montauban, 6 ans. Bégaiement sévère activé par l'émotion. Traitement. Dissociation, voix/émotion par métronome. Séance initiale. Le sujet ne peut pas prononcer son propre prénom sans bloquer sur la première syllabe. Adélaïde tourne les pages. Des mois de notes, des années. 3 mars 1793. Le sujet commence à parler en rythme avec le métronome. Progrès lent, mais mesurable. 18 juin 1794. Première phrase complète sans métronome. Le sujet maintient la fluidité tant qu'il ne ressent aucune émotion intense. 22 novembre 1795. Le sujet peut désormais parler en public sans difficulté. Attention, rechute probable en cas de stimulus émotionnel fort. Et puis, sur la dernière page, une note écrite en lettres capitales, soulignée 3 fois. Attention, le patient ne doit jamais tenter de parler sous émotion intense. La fluidité est conditionnelle. En cas de stimulus affectif, le bégaiement reviendra avec la même violence qu'à l'origine. Évitez toute situation où la voix et l'émotion ne peuvent être dissociées. Adélaïde referme le journal. Ses doigts se crispent sur la reliure. Elle regarde le métronome posé sur le bureau, l'instrument qui a reconstruit la voix de son mari et détruit leur mariage. Elle comprend maintenant. Chaque fois qu'elle jouait du clavecin, il quittait la pièce. Pas parce que la musique le dérangeait, parce que la musique le touchait. Et s'il restait, s'il essayait de parler, les mots se casseraient. Chaque fois qu'elle riait, il se retirait. Pas parce que le rire l'irritait, parce que le rire le connaissait. Et s'il répondait, la voix trahirait ce qu'il ressentait. 8 ans. 8 ans où elle s'est éteinte pour le protéger d'une gêne qui était, en réalité, de l'amour. 8 ans plus tôt. Première nuit de leur mariage. Bibliothèque du domaine de Montauban. Adélaïde avait 21 ans. Elle portait encore sa robe de mariée, mais avait retiré le voile et les gants. Elle s'était assise dans le fauteuil près de la fenêtre, avait pris un volume de Montaigne sur l'étagère et avait commencé à lire à voix haute. Pas pour quelqu'un, pour elle-même, parce que lire à voix haute l'aidait à penser, à respirer, à exister dans un monde qui venait de changer en l'espace d'une cérémonie. Elle avait lu pendant 10 minutes, peut-être 15. À un moment, elle avait ri. Un passage sur les voyages, sur l'absurdité de chercher ailleurs ce qu'on refuse de voir chez soi. Quand elle avait fermé les yeux en riant, la tête renversée contre le dossier du fauteuil. Quand elle avait rouvert les yeux, Edmond était dans l'encadrement de la porte, à 5 mètres, pas plus près. Il la regardait. Adélaïde s'était tue, avait posé le livre sur ses genoux. Elle demanda doucement « Je vous dérange ?» Il répondit « Non. » Il n'était pas entré. Il était resté là, debout, une main
main sur le chambranle, les yeux fixés sur elle, avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue chez personne. Puis, il avait hoché la tête, un geste imperceptible, et était reparti. Adélaïde avait cru qu'il s'était ennuyé, qu'il était venu voir ce qu'elle faisait et avait décidé que cela ne valait pas la peine de rester. Maintenant, elle comprend. Il était venu parce qu'il l'avait entendu rire. Il était resté à 5 mètres, parce que c'était la distance où il pouvait la regarder sans que les mots menacent de se casser. Et il était parti parce que s'il s'approchait, s'il essayait de parler, tout ce qu'il ressentait sortirait dans une voix brisée qu'il avait passé 10 ans à reconstruire. Les mois qui avaient suivi. Chaque fois qu'Adélaïde jouait du clavecin, Edmond disparaissait. Elle avait remarqué le schéma au bout de 6 semaines. Elle s'installait devant l'instrument, commençait à jouer, et 5 minutes plus tard, la porte du salon se refermait doucement. Elle avait cru qu'il détestait la musique. Elle avait arrêté de jouer. Chaque fois qu'elle lisait à voix haute dans la bibliothèque, il entrait, s'asseyait dans le fauteuil le plus éloigné et ne disait rien. Jamais un mot, jamais un commentaire. Adélaïde avait cru qu'il la surveillait, qu'il jugeait ses choix de lecture. Elle avait arrêté de lire à voix haute. Chaque fois qu'elle riait dans un salon, il se levait et quittait la pièce. La baronne de Pressigny l'avait remarqué lors d'un dîner, 2 ans après le mariage. « Où est passée ta lumière, Adélaïde ?» Adélaïde avait souri poliment. Elle murmura. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Si, tu sais, tu riais, tu jouais, tu lisais Racine à voix haute, et tout le monde se taisait pour t'écouter. Maintenant, tu es silencieuse. » Elle répondit calmement. « Je suis mariée, Clémence. » Justement, le mariage ne devrait pas t'éteindre. Mais Adélaïde avait cru que c'était exactement ce que le mariage devait faire. Éteindre ce qui dérangeait. Devenir la femme que son mari pouvait supporter. Elle était devenue la duchesse parfaite. Silencieuse, efficace, invisible. Et maintenant, assise dans le bureau d'Edmond, le journal de Granville ouvert devant elle, elle comprend que chaque fois qu'elle s'est éteinte, elle a protégé son mari d'une émotion qu'il ne pouvait pas exprimer sans se briser. Le métronome est toujours là, posé sur le bureau. Adélaïde le prend, le retourne dans ses mains. L'objet est lourd, froid. Elle imagine un enfant de 6 ans assis devant cet instrument, apprenant à parler en rythme, apprenant à séparer sa voix de son cœur. Elle imagine un homme de 33 ans qui passe des heures avec une maîtresse parce qu'avec elle, la mécanique fonctionne. Parce qu'avec elle, il ne ressent rien d'assez fort pour casser la fluidité. Et elle imagine 8 ans de mariage où chaque silence était une déclaration qu'elle n'avait jamais su lire. Adélaïde pose le métronome, referme le journal et sort du bureau. Elle descend l'escalier, traverse le salon, monte dans sa chambre. Elle s'assoit à son secrétaire, allume une bougie, sort du papier et de l'encre. Mais elle n'écrit pas encore à Célestine. D'abord, elle doit comprendre. Le lendemain matin, Adélaïde demande à voir Madame Aubry. Madame Aubry a 70 ans. Elle a été la gouvernante d'Edmond de l'âge de 4 ans à l'âge de 13 ans, puis est restée au service de la famille, comme intendante. Elle vit maintenant dans une petite maison sur le domaine, à 10 minutes à pied du château. Adélaïde la trouve dans son jardin, en train de tailler des rosiers. « Madame la duchesse », lui dit Madame Aubry en se redressant. « Quelle surprise !»« J'ai besoin de vous parler d'Edmond », dit Adélaïde sans préambule. « De son enfance. » Le visage de Madame Aubry se ferme légèrement. Elle demanda prudemment. « Que voulez-vous savoir ?» Il bégayait. « Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. » Madame Aubry pose son sécateur, retire ses gants. Elle acquiesça lentement. « Oui. » « Depuis quel âge ?»« 6 ans. Ça a commencé après la mort de sa mère. » Un jour, il parlait normalement. Le lendemain,
Il ne pouvait plus dire son propre prénom sans bloquer. Son père? Madame Aubry soupire. Henri Charles ne supportait pas. Il disait qu'un Montauban devait parler, que le bégaiement était une faiblesse. Il a envoyé Edmond chez Granville à Paris. 3 ans. Personne n'avait le droit de lui rendre visite. 3 ans? Elle confirma gravement. Oui. De 9 ans à 12 ans. Quand il est revenu, il parlait parfaitement. Mais il était différent. Plus silencieux, plus distant. Comme si quelque chose s'était éteint. Adélaïde hoche la tête lentement. Il bégait toujours, quand il ressent quelque chose de fort. Madame Aubry la regarde avec une expression difficile à déchiffrer. Vous l'avez entendu? Elle répondit simplement « Oui, il y a 3 nuits, pendant la fièvre de Clémence. » Alors vous savez, je sais qu'il a passé 20 ans à cacher quelque chose que son père lui a appris à considérer comme une honte. Madame Aubry acquiesce. Henri Charles lui a dit que s'il ne pouvait pas parler correctement, il ne serait jamais un vrai Montauban. Edmond avait 10 ans. Une douleur sourde traverse la poitrine d'Adélaïde. Merci, Madame Aubry. Elle rentre au château, monte directement à la bibliothèque, s'assoit dans le fauteuil où elle lisait Montaigne 8 ans plus tôt, et elle relit 8 ans de mariage à l'envers. Les livres sur sa table de nuit. Chaque semaine, ils étaient réarrangés, pas par les domestiques, par Edmond. Il les classait par ordre de préférence, les plus annotés en haut, les moins lus en bas. Elle avait cru qu'il vérifiait ce qu'elle lisait. Maintenant, elle comprend qu'il apprenait ce qu'elle aimait, donc qu'elle aimait. Le thé de Ceylan. Elle en avait parlé une fois, lors d'un dîner, 6 mois après leur mariage. Une semaine plus tard, il était apparu dans le salon sans qu'elle ait rien demandé. Elle avait cru que c'était un hasard. Maintenant, elle comprend qu'il avait écouté, malaiseur dans la bibliothèque. Chaque soir, entre 7h et 9h, Edmond s'asseyait dans le fauteuil près de la fenêtre, exactement à 5 mètres du sien. Il ne parlait jamais. Il lisait ou faisait semblant de lire. Adélaïde avait cru qu'il venait par devoir, pour respecter une apparence de vie conjugale. Maintenant, elle comprend qu'il venait pour l'entendre. Assez près pour écouter sa voix quand elle lisait. Assez loin pour que la sienne ne menace pas de se casser. Le premier anniversaire, Edmond lui avait offert une édition originale de Montaigne. Ses mains tremblaient en tendant le paquet. Adélaïde avait cru que c'était de l'indifférence, qu'il trouvait le geste fastidieux. Maintenant, elle comprend que c'était l'effort physique de maintenir la fluidité, en se tenant à moins de 2 mètres d'elle. La nuit de la fièvre, 4h du matin. Clémence dormait enfin. Adélaïde avait posé sa tête sur le bord du lit, épuisée. Et la main d'Edmond, qui tenait les doigts de Clémence depuis des heures, s'était déplacée. Lentement, vers les cheveux d'Adélaïde. Un geste si léger qu'elle avait d'abord cru l'avoir imaginé. Mais la main était restée. 2 minutes, peut-être 3. Puis, s'était retirée. À 4h du matin, Granville n'avait plus de carburant. Et ce qui restait, c'était un homme qui touchait les cheveux de sa femme parce qu'il ne pouvait pas dire ce qu'il ressentait. Elle rouvre les yeux. 8 ans. 8 ans de silence qu'elle avait pris pour de l'indifférence. 8 ans de gestes qu'elle n'avait jamais su lire. Elle prend une feuille de papier et commence à écrire. Madame de Valmont, vous m'avez écrit que mon mari parle avec vous comme il ne parlera jamais avec moi. Hans, vous avez raison, mais pas pour les raisons que vous croyez. Edmond bégayait, depuis l'âge de 6 ans. Son père l'a envoyé chez un maître de diction à Paris, 3 ans de métronome, 3 ans à apprendre à dissocier sa voix de son cœur. À 13 ans, il parlait parfaitement. Mais la fluidité a un prix. Elle ne fonctionne que s'il ne ressent rien. Vous entendez sa fluidité et vous croyez avoir son cœur. Moi, j'entends son silence et je sais que j'ai sa peur.
Chaque fois que je jouais du clavecin, il quittait la pièce. Pas parce que la musique le dérangeait, parce qu'elle le touchait, et s'il restait, s'il essayait de parler, les mots se casseraient. Chaque fois que je riais, il se retirait. Pas parce que le rire l'irritait, parce que le rire activait quelque chose qu'il avait passé 20 ans à cacher. Vous dites qu'il vous regarde dans les yeux pendant des heures. Moi, il me regarde depuis 8 ans, mais à 5 mètres de distance. La distance où il peut me voir sans que sa voix menace de se briser. Vous dites qu'il rit avec vous. Avec moi, il se tait, parce que le silence est la seule langue qu'il peut parler sans trahir ce qu'il ressent. Il y a 3 nuits, notre fille brûlait de fièvre. Edmond est entré dans sa chambre à 4 heures du matin. Il s'est agenouillé à côté du lit, et il a dit « C'est Clémence. Papa est là. Reste avec moi. » La première fois en 8 ans que je l'entends bégayer. La première fois que je comprends que son silence avec moi n'était pas de l'indifférence. C'était de l'amour exprimé dans un langage que personne ne m'avait appris à lire. Vous avez sa fluidité. Moi, j'ai ses tremblements. Vous avez ses mots. Moi, j'ai ses silences. Et maintenant que je sais ce qu'ils signifient, je ne les échangerai contre rien au monde. Adélaïde de Montauban. Elle signe, plie la lettre, la cachette, appelle un domestique. Portez ceci à Madame de Valmont, immédiatement. Le domestique s'incline et disparaît. Adélaïde reste assise à son secrétaire. Ses mains ne tremblent pas. Elle a exposé le secret de son mari à une femme qui pourrait l'utiliser comme une arme. Mais elle a aussi dit la vérité. Et la vérité, même dangereuse, est plus juste que 8 ans de silence. 2 jours plus tard. Salon de Célestine de Valmont. Fin d'après-midi. Célestine est assise près de la fenêtre, entre une tasse de thé refroidissant sur la table à côté d'elle. La lettre d'Adélaïde est posée sur ses genoux. Elle l'a lue 3 fois. La première fois avec colère. La deuxième fois avec incrédulité. La troisième fois avec quelque chose qui ressemble à de la honte. Elle relit la phrase centrale. Vous entendez sa fluidité et vous croyez avoir son cœur. Moi, j'entends son silence et je sais que j'ai sa peur. Elle referme les paupières. Elle revoit les derniers mois. Les heures passées avec Edmond dans son salon. Les conversations brillantes, les rires faciles, la fluidité parfaite de sa voix. Elle avait cru que cette fluidité signifiait quelque chose. Qu'elle était spéciale. Qu'il se livrait à elle d'une manière qu'il ne se livrait à personne d'autre. Maintenant, elle comprend. La fluidité n'était pas une preuve d'intimité. C'était une preuve d'indifférence. Il parlait facilement avec elle parce qu'elle ne le touchait pas. Parce qu'avec elle, la mécanique fonctionnait sans effort. Célestine ouvre les yeux. Une larme roule sur sa joue. Elle ne la retient pas. Elle prend une feuille de papier. Écrit une seule ligne. Elle a raison. Elle plie la lettre d'Adélaïde avec la sienne. Les glisse dans une enveloppe. Écrit l'adresse d'Edmond. Appelle sa domestique. Portez ceci au duc de Montauban. Aujourd'hui. La domestique prend l'enveloppe et sort. Célestine reste assise près de la fenêtre. Le thé est froid. Le soleil descend derrière les toits de Paris. Et pour la première fois en 6 mois, elle comprend que ce qu'elle prenait pour de l'amour n'était que la surface lisse d'un homme qui ne ressentait rien d'assez fort pour briser sa voix. Elle pleure. Bon, pas de colère, pas de jalousie. De quelque chose de plus profond. De la perte d'une illusion qu'elle avait construite mot par mot. Conversation par conversation, rire par rire. 3 jours après l'envoi de la lettre. Domaine de Montauban. Fin d'après-midi. Edmond reçoit l'enveloppe de Célestine. Il l'ouvre dans son bureau, lit la note, une seule ligne, puis déplie la lettre d'Adélaïde. Il lit lentement, chaque phrase, chaque mot. Quand il arrive à la fin, il pose la lettre sur le bureau. Ses mains tremblent. Pas de l'effort de parler, de quelque chose de plus simple et de plus terrible. Il a été découvert.
Pendant 20 ans, il a caché le bégaiement derrière une fluidité construite au métronome. Pendant 8 ans, il a caché son amour derrière un silence que sa femme a pris pour de l'indifférence. Et maintenant, elle sait. Elle a trouvé le journal de Granville. Elle a reconstitué son enfance. Elle a relu 8 ans de mariage et a compris ce que chaque geste signifiait. La honte est totale. Pas la honte de l'aventure avec Célestine. La honte du défaut que son père lui a appris à cacher et que Granville lui a appris à contrôler. Edmond se lève, quitte le bureau, monte à l'aile est du château, les chambres que personne n'utilise, entre dans l'une d'elles, ferme la porte. Il ne sort pas pendant 3 jours. Madame Aubry apporte des plateaux. Ils reviennent intacts. Clémence demande où est papa. Adélaïde répond doucement. Il travaille. Mais elle sait que ce n'est pas vrai. Elle sait qu'il se cache. Pas d'elle, de lui-même. Elle ne va pas le chercher. Elle attend. 4e nuit. Bibliothèque. Minuit. Adélaïde est seule. Elle a placé le métronome de Granville sur le manteau de la cheminée. Sortie de sa cachette. Exposée. Visible. Elle est assise dans le fauteuil près de la fenêtre. Un livre de Montaigne ouvert sur ses genoux. Elle ne lit pas. Elle attend. La porte s'ouvre. Edmond entre. Il porte les mêmes vêtements que 3 jours plus tôt. Chemise froissée, pantalon taché. Ses cheveux sont défaits. Il a l'air d'un homme qui n'a pas dormi. Il voit le métronome. S'arrête. Il dit calmement. Tu as lu le journal. Sa voix est fluide. Parfaitement fluide. Parce qu'il ne ressent rien en ce moment, sauf de la honte. Et la honte, contrairement à l'amour, ne casse pas les mots. Elle confirma. Oui, tout. Les séances, le métronome, la note qui dit de ne jamais parler sous émotion forte. Silence. Tu as obéi pendant 20 ans, continue Adélaïde. Il acquiesça brièvement. Oui. Et moi, j'ai cru pendant 8 ans que tu m'avais épousé par devoir et que ma voix te dérangeait. Edmond ne répond pas. Il regarde le métronome comme si c'était un objet vivant. 8 ans, dit Adélaïde. Le clavecin que je ne touche plus, le Racine que je ne lis plus, le rire que la baronne cherche dans mes dîners. Je me suis éteinte pour ne pas te déranger. Et ce que je prenais pour de l'irritation, c'était ta peur de bégayer devant moi. Il murmura « Oui ». Le mot sort tout seul, fluide, vide. Ton père t'a dit qu'un Montauban parle. Granville t'a appris à parler sans sentir. Et pendant 8 ans, dans cette maison, tu as senti tellement que tu n'as pas pu dire un mot. Il baissa les paupières. Il répéta doucement « Oui ». Adélaïde se lève, traverse la pièce. « Oh, prends le métronome sur le manteau de la cheminée. Le pose sur la table entre eux. L'ouvre. Le pendule est immobile. Je ne te demande pas de parler, dit-elle. Edmond ouvre les yeux, la regarde. Je te demande de rester dans la pièce. Silence. Long. Profond. Edmond comprend ce qu'elle demande. Pas des mots, pas une confession, pas une déclaration. Juste sa présence, à une distance où les mots menacent de se casser. Sans condition sur ce qui en sort. Il fait un pas, puis un autre. S'assoit dans le fauteuil à côté du sien. Pas à 5 mètres. Pas de l'autre côté de la bibliothèque. À côté. Si près qu'elle peut voir ses mains trembler. Il reste. Adélaïde prend le livre de Montaigne sur l'étagère, l'ouvre à la page qu'elle lisait 8 ans plus tôt, la première nuit de leur mariage. Et elle commence à lire à voix haute. Il y a des hommes qui cachent leur vie, d'autres qui la révèlent, et d'autres encore qui la vivent en silence, dans l'espoir qu'un jour, quelqu'un saura la lire. Sa voix remplit la pièce. Douce, claire, sans hésitation. Edmond écoute. Ses mains sont crispées sur les accoudoirs du fauteuil. Sa mâchoire est serrée. Mais il reste. Adélaïde lit pendant 20 minutes. Puis elle s'arrête au milieu d'une phrase, ferme le livre, le pose sur ses genoux. Elle demanda doucement. « Tu veux que je continue ?» Edmond ouvre la bouche, hésite.
Les muscles de sa mâchoire se contractent. Puis il dit « C'est, continue ». Un mot. La consonne s'accroche. Mais le mot sort. Adélaïde ne bouge pas. Elle répéta avec douceur « Encore ?» Edmond prend une inspiration. Essaie de nouveau. Il dit plus fermement « Continue ». Cette fois, le mot est entier. Pas fluide. Pas parfait. Mais vrai. Adélaïde pose le livre sur la table. Se lève. S'approche de lui. Pose ses mains sur sa mâchoire, là où les muscles se tendent pour contrôler le langage, pour séparer la voix du cœur. « Je n'ai pas besoin que tu parles, » dit-elle. « J'ai besoin que tu restes. » Et elle l'embrasse. Le premier baiser de 8 ans de mariage, où elle sait exactement qui elle embrasse. Pas le duc éloquent qui parle au Parlement. Pas l'homme fluide qui rit avec Célestine. L'homme qui bégaie quand il ressent quelque chose de trop fort pour le cacher. Edmond ne répond pas tout de suite. Puis ses mains se lèvent, touchent un de son visage, tremblent et restent. Sur le manteau de la cheminée, le métronome, silencieux, exposé. Le premier objet de cette maison qui dit la vérité sans que personne ait besoin de l'articuler. Semaine plus tard. Même bibliothèque. Soir. Adélaïde lit Montaigne à voix haute. Edmond est assis à côté d'elle. Pas à 5 mètres. Pas à 3 mètres. À 1 mètre. Chaque semaine depuis cette nuit-là, le fauteuil s'est rapproché 2 mètres, puis 1,5 mètre, puis 1 mètre. Ce soir, il est assez près pour qu'elle sente sa respiration changer quand elle arrive à un passage qui le touche. Elle lit un paragraphe sur l'amour, sur la différence entre aimer quelqu'un et comprendre quelqu'un. Elle sent Edmond se raidir légèrement. Elle continue. Il y a des amours qui parlent, et d'autres qui se taisent, mais les plus vraies sont celles qui trouvent un langage que personne d'autre ne comprend. Elle s'arrête au milieu de la phrase suivante. Ferme le livre, le pose sur ses genoux. Regarde Edmond. Il la regarde aussi. Ses mains tremblent sur le livre qu'il tient, un volume de droit parlementaire qu'il n'a pas lu depuis 1 heure. Elle demanda avec tendresse « Tu veux que je continue ?» Edmond ouvre la bouche, hésite, puis dit « C'est continue ». La consonne s'accroche, mais moins longtemps que la première fois. Adélaïde sourit. Elle murmura « Encore ?» Edmond prend une inspiration. Essaie de nouveau. Il répond « Continue ». Cette fois, le mot est presque fluide. Pas parfait, mais presque entier. Adélaïde rouvre le livre, continue à lire, et Edmond reste. Écoute. Ses mains ne tremblent plus. Sur le manteau de la cheminée, le métronome de Granville. Clémence l'a trouvé il y a 2 semaines, ou a demandé ce que c'était. Adélaïde avait répondu « Un instrument qui apprenait aux gens à parler ». Clémence avait fait basculer le pendule, tic-tac, tic-tac, puis l'avait arrêté. Elle avait déclaré « C'est ennuyeux ». Le métronome est resté là, silencieux, devenu le jouet d'une enfant de 5 ans qui ne sait pas ce qu'il a coûté. Et dans le salon de la baronne de Pressigny, 3 jours plus tôt, quelque chose que 4 personnes ont remarqué. La duchesse de Montauban a ri. Pas le rire poli des dîners, le rire qui remplit une pièce comme un parfum qu'on ne peut pas nommer. La baronne avait fermé les yeux. Elle avait murmuré « Ah, la voilà ». Adélaïde avait souri, mais n'avait rien dit. Parce que ce qui s'était passé dans cette bibliothèque, ce qui se passait encore chaque soir entre 7h et 9h, n'appartenait qu'à eux deux. Un homme qui avait passé 20 ans à cacher sa voix. Une femme qui avait passé 8 ans à éteindre la sienne. Et maintenant, dans cette pièce, à 1 mètre de distance, ils apprenaient à parler dans un langage que personne d'autre ne comprenait. Un langage fait de silence qui signifiait « je t'aime », de tremblements qui signifiaient « reste », de mots cassés qui signifiaient « je suis là ». Et chaque soir, Adélaïde lisait, Edmond écoutait, et le métronome sur la cheminée restait silencieux. Parce que Granville avait appris à Edmond à parler sans sentir. Mais Adélaïde lui avait appris quelque chose de plus difficile
et de plus vrai, à sentir sans avoir besoin de parler. Et dans une maison où le silence avait été une prison pendant 8 ans, il était devenu, lentement, une langue que 2 personnes parlaient couramment.